bonjour à toutes les deux. Elle, franchement, tu fais trop sérieuse avec ton petit micro et tout, journaliste. Dans l'enregistrement d'écran, t'as pas compris. On fait les choses bien, on fait les choses bien. Toi. Dans un premier temps, du coup, est-ce que vous pourriez vous présenter déjà individuellement et en tant que couple, savoir comment vous êtes rencontrés, ce genre de choses? Bah, moi, c'est Elodie, j'ai 41 ans. Là, bah, j'ai 2 enfants, dont une qui est atteinte d'une grave maladie. Niveau travail, ben, là, c'est en stand-by, on va dire. Mais c'est en cours. Et sinon, ça fait depuis le 1er janvier on est ensemble. 2023, pardon. Et puis, bah, tout se passe bien. Hein, ouais. Tout va bien, oui. C'est bon, c'est à moi. C'est à vous, madame. Bah, moi, c'est Anaïs, j'ai 26 ans. Je vais partir en formation poids lourd, si tout se passe bien. Après, on s'est rencontrés quand je travaillais dans une boulangerie, ensuite au bureau de tabac, et c'est là qu'on s'est mis ensemble. Ouais. Ok. Quand est venu ce désir d'enfant, du coup? Le désir d'enfant est arrivé en septembre 2023, et du coup, on a pris rendez-vous en décembre 2023. D'accord. Si vous deviez trouver un mot pour qualifier votre couple, ce serait quoi? Un mot. Bon, un mot, la joie. Ouais. Motivation. La motivation, et puis on lâche rien en fait. On arrive quand même à trouver un équilibre dans le sens où si l'un il est pas bien, il y a toujours l'autre pour relever. Donc c'est ça, on arrive quand même à se compléter malgré la différence d'âge et tout ce qui s'ensuit. Ben on arrive quand même à faire l'ensemble et puis à faire la part des choses aussi. Bah, du coup, le mot c'est complémentaire. Voilà. Ok. Oui, il y a une différence d'âge entre vous. Elle est de combien à peu près? Bah moi j'en ai 41, elle en a 26, donc ouais 15 ans. Ok, d'accord. Quelles ont été les toutes premières démarches du coup pour vous pour entrer en PMA? Qu'avez-vous fait? C'était juste un appel au centre à Nantes. Ouais, mais les premières démarches, oui, ça a été ça. Ça a été ensemble. D'en parler déjà ensemble. Après, on a eu un premier entretien avec le gynéco, je crois. Oui. Le gynéco qui nous a expliqué ce qui allait se passer après par la suite, les examens à effectuer. Moi, je savais pas que malgré que je suis pas maman porteuse, c'est moi qui dois faire aussi des examens. Et en fait, on a appris que au final, c'était par rapport juridiquement. Nous, au début, on croyait, tu vois, que s'il faisait des examens sur moi, c'est au cas où, si elle avait un problème, le fait est que j'étais déjà maman, moi, tu vois, essayer de prélever des ovocytes pour ou des trucs comme ça pour donner à ma femme, quoi. Et au final, non. C'était pour les papiers. C'était plutôt pour les papiers. Et puis après, on a vu comment il s'appelle le biologiste pour nous expliquer par rapport aux critères, comment ça allait se passer, le donneur, pour plus tard l'enfant aussi. Si nous on acceptait justement que le papa, que le petit surtout ou la petite, et les informations du papa, du donneur quoi, on va dire. Et en fait, on a dit oui nous, parce que c'est important, même si il a aucun droit le géniteur, le donneur en fait, on va dire. Et je trouve ça normal qu'il trouve des informations aussi sur son géniteur, on va dire. D'accord. Même si il a aucun droit, mais au moins je trouve ça important pour lui. Ses origines et tout. Et puis aussi par rapport à ce qui est pas mal aussi, c'est quand on nous a parlé du psychologue. On peut le faire ou avant ou après par la suite, c'est si jamais tu vois on n'arrive pas à trouver les mots pour expliquer à l'enfant comment ça s'est passé, de où il vient ou quoi, si on n'arrive pas à trouver les mots, et justement on peut se permettre d'aller avec le petit ou la petite chez le psychologue pour qu'on puisse trouver les mots pour vraiment que lui il comprenne bien et qu'il soit pas rejeté par la société en fait, on va dire, tu vois, avec l'homophobie et tout ce qui s'ensuit, c'est pour ça quoi. Ok, tu as dû subir des examens médicaux pour, sur le plan juridique, attester que tu es la partenaire d'Anaïs, c'est ça? Ouais, voilà. En fait, c'était une prise de sang et un frottis, en fait. Et de toute façon, moi, j'aurais pas pu le porter parce que comme j'avais j'avais pas encore 40 ans, mais ça jusqu'à 40 ans en fait. Donc en fait, c'était pas possible. Et puis moi, je me voyais mal.
repartir enceinte. J'aurais aimé, hein, mais en soi, je préfère que ça soit elle. En plus, elle est jeune. Et de deux, j'aimerais bien qu'elle vive ce que nous, on a vécu, on va dire. Ouais. Qu'elle sente le bébé, d'être maman. La joie d'être maman, en fait. Et du coup, Ouais. toi, tu es déjà maman, mais ça a été par parcours biologique, c'est votre première PMA à toutes les deux. Ouais, voilà. Moi, j'ai jamais fait, je suis pas jamais passée par la PMA ou quoi que ce soit. Hein. Ok. Du coup, comment se sont déroulés vos tout premiers rendez-vous médicaux? Mais des amours. C'est ce qu'on a toujours dit. On peut nous poser la question ou des gens qui ne savent pas où aller ou quoi. Nous, on les recommande haut et fort. Hein. Le centre de PMA Atlantique là, mais haut et fort. Hein. Le gynéco, il est génial. La secrétaire, ils sont vraiment minutieux et attentifs et à l'écoute. Et si ça va pas, mais ils sont là pour te rassurer. C'est ça qui est pas mal. Ils expliquent tout de A à Z. Donc vous avez toutes les deux eu des examens médicaux. Comment vous les avez vécus chacune, les examens que vous avez passés? Moi personnellement, ça m'a pas dérangé parce que parce que moi je connaissais de base. Ça a été un peu plus compliqué par rapport à Anaïs. Moi j'étais en stress, mais je suis pudique de fou. Alors première fois qu'elle va voir un gynéco, et puis en plus c'est l'hystéro aussi. L'hystéro aussi, ça a fait beaucoup. Hein, l'hystéro m'a fait vachement peur. Ouais. J'étais pas bien. Et au final, ça s'est bien passé? Ouais, on a tout fait au centre. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'en fait, le conjoint ou la conjointe doit être là déjà. Donc ça, c'est pas mal parce que ça te permet aussi que celle qui porte le bébé, en fait, elle n'est pas toute seule. Et toi, malgré que moi, je suis pas la porteuse, et puis on va dire, c'est pas moi qui est donneur, hein, on va dire. Hein. Moi, je suis juste reconnue comme maman. Et ce qui est pas mal, c'est que tu l'accompagnes, t'es là, t'es vraiment là en tous les magasins, tous les examens, et t'es là en tout, quoi. Et c'est ça qui est bien. Dans le cadre de ce parcours de PMA, est-ce que vous avez fait le choix d'en parler dès le début à votre entourage ou est-ce que vous avez gardé ça pour vous au début? Non. On en a parlé direct. Ouais. Et quelles ont été les réactions autour de vous? Moi, très bien. Ma famille, elle l'a très bien prise. Au contraire, ils attendent que ça. Ça a été beaucoup plus compliqué, c'est de son côté à elle. Après, pas tout mon entourage. Hein. Non, pas tout l'entourage. C'est plutôt vis-à-vis de sa mère, quoi. Ouais, en fait, on va dire, c'est les personnes qui restent, on va dire, dans l'ancien temps. Et du coup, qui comprennent pas, donc, qui disent, du coup, il sera pas blanc, ou peu importe. Et ça, c'est... Ou alors le fait que, du coup, c'est pas naturel du tout. Et puis, puis le même, ça fait mal parce que tu t'annonces ça, ni chaud ni froid, en fait. Il y a pas eu de joie, il y a pas eu de sourire, en fait. Il y a rien eu sur ce côté-là vis-à-vis de sa mère. C'est vraiment blessant vis-à-vis d'elle. Et puis même, le fait est de me dire aussi à moi, non, en fait, tu seras pas la mère parce que c'est pas toi qui est d'honneur, tout des trucs comme ça, en fait. Donc, pour moi, ce sera pas mon petit-fils ou ma petite-fille. Pourquoi, en fait? Je comprends pas. Et c'est ça qui est désolant. On est en 2025, à un moment donné, faut arrêter les préjugés et puis il y en a marre, en fait. Il y a un moment donné, il faut se réveiller. Après, faut arrêter. Après plusieurs mois d'explications, on a galéré, oui. C'est passé. Maintenant, elle a compris, mais sinon c'était compliqué. Ça a été compliqué les premiers temps, ouais. Ok. Là, on va parler un petit peu des premiers essais que vous avez eus. Par quoi vous avez démarré comme essai et qu'est-ce qu'on vous a dit sur le plan médical? Comment on vous a amené le sujet? Alors non, du coup, on a demandé le pourcentage de réussite. Et en fait, le gynécologue nous a bien répondu en nous disant que le pourcentage, c'est comme un couple hétéro. C'est 20% de réussite, si je me trompe pas. Et que c'est sûr que ça fonctionne pas le premier coup, ni le deuxième ou la troisième, mais on a plus de chance vis-à-vis du troisième essai que du premier. C'est très rare que ça prend du premier coup et du deuxième coup. Là, on est à la 4e insémination et j'avoue que là... Moralement, c'est compliqué. Compliqué moralement. Et puis, pourtant, on a fait tous les examens vis-à-vis d'Anaïs. Tout va bien. Donc, en fait, on est dans l'incompréhension parce qu'on comprend pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe une insémination, du coup, en parcours PMA? On a une première échographie. Après quelques jours, une semaine... Une échographie, une prise de sang. Oui, mais la première écho et la première prise de sang, ça se passe après, on va dire, une semaine de stimulation ovarienne, si je ne me trompe pas. Donc la stimulation, c'est les piqûres, c'est ça?
C'est des piqûres, ouais. C'est des injections de Purigon. Ok. C'est ça. Après la première échographie, normalement 2 jours après, c'est la deuxième échographie, la deuxième prise de sang. C'est pour voir si les follicules, ils sont matures, ils sont bien assez matures et tout. Voilà. Et combien il y en a déjà. Et la taille surtout. Et après, du coup, après les 2 échographies, la deuxième prise de sang, du coup, c'est l'insémination. Où la première fois, ça fait peur. Quand on voit la grandeur De la tige. Enfin, c'est pas une aiguille, c'est une tige ou je sais pas comment. C'est comme une pipette en fait, c'est une espèce de pipette. Y a-t-il une anesthésie, quelque chose? Non. Non. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que ça va? Alors la première fois, ça va. La deuxième fois, ça va. Au bout de la troisième, quatrième fois, la troisième fois, j'ai senti quand même. Parce que après, je pense que c'est le fait que je commence à ne plus supporter de me faire piquer tous les jours, les médicaments. Et en fait, du coup, les échographies et tout, ça devient de plus en plus compliqué à chaque essai. Parce que du coup, on se dit, on essaye, et du coup, on souffre encore et peut-être que ça va pas fonctionner ou alors ça va fonctionner. Après, c'est pour le meilleur si on le fait, quoi. Est-ce que tu as souffert d'effets secondaires de ces médicaments pour les stimulations, prise de poids, perte de cheveux, ce genre de choses? Non, 0. Très bien. Vous avez fait, là vous avez dit 4 inséminations? 3? Là on a la 4e là. D'accord, donc les 3 premières n'ont pas fonctionné. Comment vous avez vécu, vous, ces premiers échecs? Très mal. Moi encore plus. Je sais pas elle, mais moi personnellement, à chaque échec, je pleure. Je comprends pas en fait. Je ne comprends pas du tout. Et en fait, c'est marrant parce que je me mets à la place du papa. Quand c'est un échec, ça fait très mal. Mais très mal. Parce que tu comprends pas. Ta femme, elle a rien du tout. Oui. Pourquoi ça prend pas? Et toi, Anaïs, comment tu le vis directement? Chaque échec, on va dire, c'est un peu tout le temps une remise en question. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que la question que j'ai tout le temps à chaque échec, c'est est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que ça remet en question ton désir d'être maman? Est-ce que tu te dis est-ce que ça en vaut la peine ou non, ça reste persistant? Non, je me dis que ça en vaut la peine. Le jour où il sera là, je serai heureuse. Est-ce que vous avez dans votre entourage proche ou éloigné des personnes que vous connaissez qui ont vécu ce parcours de la PMA? Ouais, de mon côté, il y a ma cousine, mais elle par contre, elle a dû payer parce que la loi n'était pas encore passée, elle est partie en Belgique. Elle a fait une première assimilation, ça avait pas marché. La deuxième, elle a marché, elle a eu une petite fille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ma cousine et sa femme, ils ont à peu près le même âge d'écart que nous. Du coup, la deuxième fois, ça a marché. Et en fait, ils avaient un désir d'enfant encore. Et ils voulaient que ça soit sa femme. Elle voulait que ça soit sa femme qui le porte. Sauf que, en fait, ils voulaient le même sang. Le groupe sanguin par rapport à la petite et tout. Sauf que c'était pas possible parce que vu que c'était sa femme qui l'aurait porté, ça aurait pas été même groupe sanguin que la petite. Donc en fait, ce que ma cousine elle a fait, elle a refait l'assimilation, on va dire. Et en fait, au lieu d'en avoir un, elle en a eu 2. Elle a eu des jumeaux. Ça arrive. Et avec le même donneur. Okay. Et ça va très bien. Les petits bouts, ça grandit très vite même. Et ils se portent bien. Ça vous donne peut-être un peu d'espoir d'avoir ce genre d'histoire? Ah oui, le fait est, en plus, c'est pas la même chose que ma cousine parce que sa femme, elle a dû adopter la petite. Que là, maintenant, oui, parce que la loi n'était pas encore passée. Que là, cette fois, nous, on est passé devant un notaire, toutes les deux. Et j'ai fait une reconnaissance anticipée pour être considérée comme, comme maman, en fait, comme un papa, en fait, en gros. J'ai tous mes droits sur l'enfant. Pour l'autorisation de procréation, voilà, ouais, d'un truc comme ça. Ouais, de PMA. De procréation et ça c'est validé. Et si t'as pas ça, tu peux pas continuer ton parcours PMA. Mais quand t'es en couple. Et en plus tu dois être absolument en couple. Parce que si c'est pour les mamans qui font un enfant seul. Oui, à part les mamans seules. Mais si par exemple on viendra se séparer, Anaïs, elle peut pas continuer. Donc, à l'heure actuelle, vous en êtes à la 4e insémination. Vous savez quand est-ce qu'elle va avoir lieu, à peu près? Dans quelques jours, là. Quelques jours. Ok. Est-ce que la PMA, les examens, les échecs, ça a eu une incidence sur votre dynamique de couple ou pas du tout? Ah oui, ça fait quand même... Ah oui, ça a pété. Hein. Ah ouais, non, si, c'est... Il y a des prises de tête parce que vu qu'on est toutes les deux dans la compréhension...
Et dès que c'est un échec, du coup, moi je suis pas bien, et puis du coup elle me dit mais oui, mais si On toi se t'es sent pas enfanté. bien, du coup moi ça me remonte pas le moral, en fait ça l'abaisse en fait, et c'est le fouillis dans ta tête et tout se mélange. après, Et c'est là, et après c'est tout, après ça redevient normal en c'est fait. histoire d'une heure ou deux, mais après, Voilà. c'est reparti. Ok, mais vous arrivez quand même du coup à retrouver Ah, votre complicité, action. ouais, et tout. Ouais. Ouais. Ouais, ça se perd pas en fait, c'est juste, Ça c'est rend le plus fort. début, et en fait, ça nous solidifie encore plus le couple. Au niveau, là où vous en êtes rendu, du coup, est-ce qu'il y a eu une incidence également sur votre travail ou votre lieu d'études? Comment ça se passe pour vous avec les rendez-vous médicaux, par exemple? Est-ce que ça a été un frein pour le travail, ce genre de choses? Moi personnellement, moi je les avais prévenus dès le départ que j'étais en projet PMA avec ma femme. Maintenant, je leur ai expliqué que j'avais des rendez-vous et j'étais dans l'obligation d'être présente dans tous les examens. Et puis j'avais pas le choix quoi. Et puis la loi elle est passée, donc tu n'as pas le droit de refuser. Moi, ça me bloque. Et toi, ça te Moi, bloque, ça ouais. me bloque quand je postule pour un travail. Du coup, quand je leur dis que je suis en projet PMA parce que j'ai des rendez-vous médicaux évidemment, c'est oui, mais du coup, ça veut dire c'est congé maternité plus tard. Du coup, on vous rappelle et au final, personne ne rappelle. C'est un peu comme quand on annonce on est enceinte et du coup personne te prend parce que après automatiquement c'est un congé maternité derrière. Je trouve qu'il y a beaucoup de progrès à faire, parce que je me dis c'est pas parce que tu es enceinte, c'est pas une maladie. Donc tu peux te permettre de travailler, et si tu donnes pas la chance à la personne, en fait, je comprends pas. Tu cherches, mais donne la chance. C'est pas parce qu'elle va être en arrêt congé mater, tout le monde est maman, hein. Donc même les employés, les directeurs d'entreprise et tout, ils ont été parents, donc automatiquement à un moment donné ils ont pris leur congé maternité ou paternité. Donc en soi, même eux, ils sont pas là dans leur entreprise, donc ça c'est dégueulasse, on Ça va dire. reste un tabou, on va dire, pour les patrons. Hein. Est-ce qu'il y a eu une incidence également sur votre vie sociale et familiale, le fait qu'il y ait des échecs à répétition comme ça, que le projet tarde un peu? Comment ça se passe dans votre sphère privée? Alors, la première insémination, tout le monde était là, tout le monde était content. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. La deuxième, il y avait encore quelques personnes. Ça n'a pas fonctionné. La troisième, donc je pense que même eux, de mon côté, ils savent plus quoi dire, parce qu'en fait ils ont peur peut-être que le fait est que nous ça marche pas, ça les blesse aussi en fait, parce qu'ils comprennent pas non plus. De chaque côté, ouais, ils comprennent pas, et je pense que c'est ça aussi. C'est pour ça qu'ils s'aventurent pas, on va dire, à nous poser des questions, quand est-ce c'est la prochaine insémination ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que nous on dit plus rien en fait. Ouais, on préfère garder ça pour nous. Et puis parce qu'à chaque fois qu'on commence les piqûres ou quoi que ce soit, tout le monde nous appelle. Oui, il y a eu ceci, t'as dit ça. Et en fait, on n'a rien à voir là-dedans. Donc en fait, nous, ça nous bouffe le moral. Et puis je pense que nous, on n'a pas besoin de ça. Vous vous sentez peut-être un peu délaissé par votre entourage franchement, sur le plan de soutien? Ouais. Un petit peu, ouais. Parce que je me dis, un peu de soutien, ça ferait du bien aussi. Là, si cette insémination ne fonctionne pas derrière, du coup, est-ce que ce sera encore une insémination ou vous passez à... oui, on a le droit à 7 inséminations, 6 inséminations exactement. Okay. Et après, on passera en FIV. Et étant donné que je suis jeune, ils veulent pas me faire passer en FIV maintenant. Ils attendent les 6 essais pour la FIV. D'accord. Est-ce que de votre côté, vous avez toujours le même espoir qu'au début, ou est-ce que vous avez un peu plus de réserve maintenant à chaque essai? Ah non. Moi, j'y crois toujours. Moi, j'y crois, mais du coup, je me dis qu'il viendra quand il voudra venir. Okay. Un peu plus, un petit peu plus réservé quand même. Bon. Ouais, Anaïs, elle est beaucoup plus réservée que moi. Moi, en fait, j'aimerais bien que ça se fasse comme ça. En fait, on sait très bien que ça se passe pas comme ça. Mais j'avoue, là, je commence à fatiguer, on va dire, moralement. Ça me saoule. Mais après, j'ai pas le choix de me dire, mais t'inquiète pas, ça va le faire. En fait, il faut que tu... Positif. Oui. Il faut rester positif, et puis c'est tout ce qu'il faut se dire. Hein. Je verrais pas pourquoi ça marchait pas, on va dire. Ça va faire 4 inséminations en 2 ans, c'est ça? Il faut laisser combien de temps entre chaque cycle pour recommencer? Non, c'est même pas 2 ans, parce qu'on a commencé la première insémination en octobre 2024. Ah oui, d'accord. En fait, t'as 1 an, en gros, entre le premier rendez-vous et l'autre rendez-vous par rapport à quand on commence les piqûres et tout, t'as à peu près 1 an.
Ok. Parce que tu as 3 rendez-vous exactement. Dans l'espace de 1 an, tu as 3 rendez-vous. Ouais, nous on a eu 10 mois. Et nous, on a eu de la chance parce que ça s'est avancé à 10 mois. Et on en a eu 2 sur les 3. On a eu le biologiste, le gynéco. Mhm. Et on devait avoir la psychologue. Mais nous, on a préféré attendre que l'enfant soit là. Au cas où, si jamais... Pour l'instant, on n'en voit pas l'utilité. Vous savez pourquoi il y a ce temps-là entre le premier rendez-vous et la première insémination? Déjà, je crois que c'est pour le fait de faire tous les examens. Ouais. Et je sais que la chose qui prend le plus de temps, c'est le rendez-vous avec le biologiste et ensuite pour le donneur. Ouais, Ok. parce qu'en fait, ils prennent vraiment les critères de la conjointe. C'est-à-dire que Anaïs est la porteuse, ils vont pas prendre ses critères à elle. Ils vont prendre les critères de moi. Sinon, c'est au hasard. Sinon, c'est au hasard. Et concrètement, actuellement, ce parcours PMA, est-ce que vous arrivez à le cloisonner? Est-ce que vous arrivez à avoir quand même une vie autour, à garder vos passions, vos centres d'intérêt, ou c'est quelque chose qui est omniprésent dans votre quotidien? Oui. Oh non, Non, on continue. On fait notre vie, quoi. Ouais. Ok, ça va, vous On fait même arrivez. du foot à côté. Ça fait du bien aussi le foot. Oui. Ça détend. Non, mais c'est vrai, en plus, ça détend. C'est vrai de faire un sport derrière. En fait, ça permet de te vider la tête et pas d'y penser. Tu vois, tu penses pas, bah, ça se passe bien, on va dire. Donc, c'est pour ça que les entraînements ou les matchs de foot, elle le faisait à part. Si elle faisait l'insémination, par contre, on demandait bien au gynéco si elle avait le droit de jouer ou pas. Et lui, il le disait, non, il faut laisser quand même 1 semaine pour éviter que si elle se prend un coup dans le ventre ou quoi que ce soit, malheureusement, ça lui fasse mal, quoi. Non, mais du coup, on fait notre vie comme Ouais. Comme si de on rien. on n'était pas en essai, quoi. Actuellement, si vous aviez des personnes qui veulent commencer la PMA, alors que ce soit dans le cadre d'un couple lesbien ou dans le cadre d'infertilité, un couple ou une personne seule d'ailleurs, puisque maintenant il y a la PMA solo qui existe aussi, quel conseil vous donneriez actuellement? De rien lâcher et franchement, de rester surtout fort parce que c'est vrai que moralement, t'en prends un coup. Pour celle qui fait les piqûres et tout, qu'elle s'attende quand même à qu'à un moment donné, t'as vu les piqûres, tu les supportes plus. À force de se faire piquer tous les jours. Et puis en plus t'as un échec derrière. C'est vrai que moralement et physiquement, t'en prends un coup. Non, mais c'est d'être courageux. Mais d'être courageux et de pas se déchirer en fait, de rester soudé, surtout soudé, ouais. Et d'en parler, et de pas rester là. Toi t'es pas bien, moi je reste là-bas, je veux pas t'embêter. Non, c'est vraiment de rester soudé. Et surtout de ne pas s'arrêter de vivre pour ça. Ouais. Ça c'est the truc, quoi. Garder la complicité, sa joie et tout, et puis tout va bien. Nous c'est ce qu'on fait, et puis oui, comme tous les couples, il y a des hauts et des bas, hein. Mais il y a plus de hauts que de bas, on va dire. On peut les compter. Hein. C'est vrai, franchement. Ça fait plaisir à entendre. Notre entretien va arriver à son terme. J'aimerais savoir si vous aviez quelque chose à rajouter toutes les deux. Un sujet que j'aurais peut-être pas abordé ou quelque chose où vous aimeriez revenir dessus. Personnellement, tu as dit les bonnes questions. Je pense qu'on a bien répondu. Ouais. Perso, hein. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire Après, on a tout dit. Hein. Ouais. Être fort, courageux. Fort, courageux et de rester soudé, c'est l'importance. Et de ne pas hésiter. Ah ouais, et de pas hésiter si la personne elle a des questions ou quoi que ce soit, qu'elle n'hésite même pas. Faut pas se retenir en fait. Il faut vraiment qu'elle pose les bonnes questions et puis. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Écoutez, je vous souhaite une belle réussite, que cette prochaine insémination soit la bonne, ce serait chouette. Ouais. Ah ouais, j'espère. Non, mais après, nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, c'est que ça... et puis même aux autres, hein, la réussite et vraiment garder cette joie de vivre, en fait. Parce que vu dans quel monde on vit, c'est dur. Et il n'y a que ça qui nous tient. Les rires, la complicité et tout. Et puis la loi est passée, bon Dieu, enfin. Ouais, pour une fois qu'on est reconnu, on va dire. Bon c'est très très chouette d'entendre ça et de voir qu'il y a quand même beaucoup de positifs et d'espoir, et ça fait plaisir à entendre et à voir. Et je souhaite de tout cœur avec vous que ça fonctionne. Je vous dis merci pour cette interview. Je vais bientôt couper l'enregistrement et je vais vous reprendre un petit peu en off. Donc si vous souhaitez dire au revoir aux gens qui peuvent vous regarder par Bye, ici. bye, bye. Et puis, restez soudés. Super, je coupe l'enregistrement. Merci.